On va laisser les politesses. D'abord, je tiens à remercier mon confrère Jean-Dominique Mercier qui, comme vous le savez, écrit tous les jours sur des sujets militaires, qui a passé un week-end difficile et une journée difficile. Alors, puisqu'il est là, et merci, si vous me permettez, juste avant sa table ronde, je vais prendre 3 minutes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui s'est passé ce week-end? Moi, j'ai rien compris. Tu veux dire ce qui s'est passé, pas dans ma vie ou des choses comme ça, ce qui s'est passé dans l'actualité Un petit peu dans l'actualité, je pense que ça a eu même une influence sur... D'ailleurs, c'était assez lié, écoutez, bonjour à tous. Oui, vous avez tous suivi l'actualité, peut-être même certains d'entre vous ont lu l'opinion de ce matin. Écoutez... Qu'est-ce que je peux vous dire? D'abord, il s'est passé quelque chose d'important. Ça, c'est la première chose. C'est pas du tout, ça n'arrive pas souvent des choses comme ça. Et ça nous a montré ce qu'était sans doute la réalité du régime russe. Je crois que beaucoup de gens se trompent sur l'analyse, beaucoup de gens se sont trompés sur leur analyse sur ce qu'était la Russie. Notamment à vous considérer que la Russie était au fond la Russie de Vladimir Poutine était au fond une sorte de réincarnation de l'Union soviétique, au lieu d'avoir un discours communiste révolutionnaire avec un discours d'extrême droite. En réalité, je pense que c'est une erreur totale de perspective et donc qui nous empêche de comprendre la réalité. C'est un régime féodal, où l'essentiel repose sur le partage de l'argent. Et peut-être qu'il y a des trolls russes qui interviennent pour dire, au moment où je prononce le mot argent, tout d'un coup, quelque chose se bloque. Bonjour à tous, les trolls russes et autres. Donc, je vous disais... Voilà, je crois que l'essentiel, si je voulais vous passer un message, c'est celui-là. C'est la nature, ça a révélé la nature du régime. Dans quel pays au monde on peut imaginer qu'une armée privée, déjà le simple fait qu'il existe une armée privée montre que nous ne sommes pas dans un état normal. Vous n'avez pas des forces armées privées comme ça qui se battent. Vous avez des sociétés militaires privées mais qui fournissent de la logistique, du soutien. On en parlera d'ailleurs, mais pas des choses comme ça, pas des hommes en armes qui recrutent dans les prisons, qui ont des blindés et qui font la guerre tous les jours. Donc la simple existence de la société Wagner et de Prigojine montre que nous sommes passés dans un autre style de régime qui ressemble plus sans doute à ce qu'étaient les principautés italiennes du XVIe siècle ou l'Allemagne de la guerre de 30 ans. Ou voilà, c'est plus d'un point de vue militaire que au régime stalinien ou au régime chinois actuel. Donc la nature du régime est là. Il y a une grosse fissure quand même dans la nature du régime, dans le régime. On voit bien que ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. Ils ne sont manifestement pas en train de gagner la guerre en Ukraine. Et ça se dégrade. Et ce week-end, c'est un peu comme un séisme. Vous avez eu un choc, et puis là, vous avez des failles. Ces failles vont rejouer. Clairement, on ne sait ni quand, ni comment, ni avec quelle amplitude, mais ces failles vont continuer à jouer. On est rentré dans une période de totale incertitude. Moi, j'avais déjà été, comme sans doute la totalité d'entre vous, très surpris par la décision folle d'envahir l'Ukraine. Et puis ça se poursuit, et on voit des choses, la destruction du barrage il y a 15 jours, le coup de sang ou de force de Prigojine ce week-end. Qu'est-ce qu'on verra dans 15 jours?
Voilà, ce que je peux vous dire brièvement, sans revenir sur le détail de ce qui s'est passé, parce que là, franchement, on a encore, vous en savez en fait, en réalité autant que moi là-dessus. Voilà. On pourra éventuellement aborder, mais je ne suis pas venu là pour faire, moi, ma conférence, je suis là venu pour faire parler nos invités. Et d'abord, je voudrais vous prier d'excuser l'absence d'un de nos invités, Samuel Burlac, qui a eu un empêchement de dernière minute apparemment, et donc qui ne peut pas être parmi nous. Donc nos invités sont Jean-Luc Villemin, il lève la main pour se présenter, le voilà. Et il est vice-président exécutif international de Network Orange. Et Jean-Hubert Lenôtre, qui est directeur de la stratégie et des ressources chez Eutelsat. Ce que je vous propose, donc notre sujet de ce soir, c'est très savant, hein, enjeux géostratégiques et de souveraineté des puissances maritimes et spatiales. Bienvenue au grand oral de Sciences Po. On va essayer de mettre ça sur mettre ça sur la table. Je crois que en fin de discussion, le micro peut circuler, donc soyons très interactifs. On a la chance de ne pas être nombreux, d'avoir 40, enfin maintenant il doit en rester 35 minutes devant nous. On va donc faire quelque chose de le plus interactif possible. Ce que je vais demander à nos deux invités, c'est d'abord de nous dire qui ils sont, surtout ce qu'ils font. Parce que fait Eutelsat, que fait Network Orange? En gros, c'est de la communication. Et donc c'est des enjeux absolument stratégiques. Mais ce serait bien qu'ils nous l'expliquent d'abord brièvement. Quelques minutes, hein. On a quand même que 30, maintenant il doit y en rester 32. Allez, Jean-Luc, vous commencez, et ensuite Jean-Hubert. Merci beaucoup Jean-Dominique. Alors effectivement, vous connaissez tous Orange dans ses fonctions d'opérateur national. Hein. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous utilisent ces fonctions quotidiennement. Donc dans ce rôle d'opérateur national, Orange collecte le trafic qui est généré par ses clients, que ce soit du trafic téléphonique, fixe ou mobile, du trafic Internet ou du trafic de données entreprises, et l'achemine à l'intérieur du territoire national jusqu'à sa destination. Mais il faut savoir qu'une très grande partie de ce trafic ne reste pas au sein de l'Hexagone. Hein. En ce qui concerne la France, c'est pratiquement 80% du trafic qui est généré par les clients d'Orange qui va avoir vocation à rejoindre une destination internationale. Et pour rejoindre ces destinations internationales, eh bien, il faut des moyens spécifiques. Et dès lors qu'on parle de liens intercontinentaux, eh bien, on doit mettre en œuvre des technologies très spécifiques qui sont soit des câbles sous-marins. Il faut savoir que les câbles sous-marins représentent aujourd'hui à peu près 99% des échanges intercontinentaux, et pour le 1% restant, des moyens satellites qui peuvent être des moyens traditionnels avec des satellites géostationnaires, ou plus récemment les nouveaux systèmes de constellation en orbite basse qui reviennent très fort, et notamment pour des raisons de souveraineté et de résilience dont on parlera un peu plus tard. Donc essentiellement, vous faites du câble sous-marin pour transporter des flux, le flux d'Orange. D'une manière générique, on met en œuvre tous les moyens qui sont nécessaires pour acheminer ces flux à l'international. D'accord. Voilà. Alors effectivement, volumétriquement, c'est essentiellement du câble sous-marin. Mais encore une fois, le satellite garde un domaine d'activité qui lui est spécifique. Hein. Il y a des endroits où on ne peut pas mettre de câble. Déjà, dans tous les objets en mouvement, c'est très difficile de leur mettre un câble. Donc tout ce qui est avion, bateau, moyen de transport d'une manière générique. Et puis tout ce qui correspond également à des besoins soit de résilience. Le satellite a la particularité d'être insensible aux perturbations qui peuvent affecter les réseaux terrestres, y compris d'ailleurs les réseaux d'énergie, ce qui veut dire qu'il a un intérêt tout à fait particulier dans les situations de crise. Et on voit même par exemple qu'aux États-Unis, des distributeurs comme Walmart sont en train d'installer des liens satellites sur l'ensemble de leurs points de vente de manière à assurer une continuité de service. D'accord, mais chez vous, excusez-moi, chez Orange Network, vous allez jusqu'où? Parce que les câbles, c'est vrai que c'est une réalité. Bon, les satellites, vous n'êtes pas propriétaire de satellites, mais les câbles, ce sont vos câbles, c'est vous qui les posez au fond de l'océan, c'est vos bateaux, c'est comment ça, jusqu'où vous êtes? Ou vous êtes simplement les exploitants de ça?
Alors, on est bien évidemment les exploitants, mais la situation entre le satellite et le câble sous-marin n'est pas tellement différente. Dans les deux cas, on peut être amené à financer des systèmes. C'est surtout ça la partie essentielle de notre travail, c'est décider d'investir dans un système qui peut être un système de câble sous-marin ou un système de satellite et de l'affecter à des besoins spécifiques de télécommunication. Après, dans le domaine des câbles sous-marins, nous avons une spécificité que nous n'avons pas dans le domaine du satellite, c'est que nous disposons de notre propre flotte. D'accord. Voilà. Et donc, nous avons la capacité de poser et de maintenir des câbles sous-marins. Mais de la même façon que nous ne fabriquons pas des satellites, nous ne fabriquons pas non plus de câbles sous-marins. C'est Alcatel qui fait les... Enfin, notamment... Entre autres. D'accord. Donc, vous avez vos bateaux qui posent les câbliers. D'accord. Et globalement, votre secteur, c'est quelle taille fait la branche internationale? Alors, je dirais que les câbles sous-marins n'est pas un business en soi. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon un enabler, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui permet à d'autres business de s'appuyer sur les infrastructures qu'on crée et dont on a besoin. Voilà. Il y a des tas de gens qui ont pensé, notamment dans les années 2000, au moment de la libéralisation des télécoms, qu'ils allaient devenir très riches en installant des câbles sous-marins privés. Ils sont plutôt devenus très pauvres que très riches, donc ça a un peu calmé le secteur. Par contre, quand on dit que 99% des flux internationaux passent par les câbles sous-marins, si vous n'avez plus de câbles sous-marins, pour une raison X, qui peut être une raison technique, qui peut être une raison aussi de souveraineté ou de capacité d'investissement ou de manque d'appétence politique, eh bien, vous êtes quand même dans une situation en matière de souveraineté qui est extrêmement délicate. D'accord. On reviendra sur tout ça. Jean-Hubert, donc, vous êtes vraiment dans le satellite et pas du tout dans le câble sous-marin. Hein? Pas du tout. Donc, dites-nous d'abord Eutelsat, en gros, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous y faites et la taille. C'est une grosse entreprise, Eutelsat, c'est très important. Alors, Eutelsat, c'est une grosse entreprise dans notre secteur. Donc, on est opérateur de satellite. Alors, je vais tout de suite anticiper sur votre question d'après. C'est quoi un opérateur de satellite? Essentiellement, on va acheter des satellites à des gens qui les fabriquent. Il faut savoir qu'en Europe, en Europe et même en France, on a des leaders dans le secteur puisqu'on a Airbus et TAS, Thales Alenia Space, qui sont deux des principaux fabricants mondiaux de satellites. On les achète, on achète la prestation de lancement, donc on les lance avec soit Ariane ou aujourd'hui un peu plus avec SpaceX, et ensuite on les opère, c'est-à-dire qu'on va en fait revendre le service à différents opérateurs, soit pour des besoins vidéo, et en fait Eutelsat s'est plutôt bâti depuis plus de 40 ans sur la vidéo, c'est-à-dire en fait simplement la réception de la télévision par satellite, et de plus en plus, évidemment c'est le nouvel Eldorado, pour des besoins de connectivité. Alors connectivité pour tout type de clients, bien sûr pour des clients particuliers, donc on a un satellite d'ailleurs pour lequel on collabore beaucoup, et je le remercie, avec Orange en France, qui s'appelle Connect VHTS, qui va permettre de fournir de la connectivité dans des zones où il n'y a pas finalement de fibre et où la connectivité existante est plus faible. C'est évidemment une toute petite partie du territoire, mais ça compte quand même. Donc ça, ce sont les particuliers. Il y a les entreprises. Il y a bien sûr, comme le disait Jean-Luc, et c'est très important, tout ce qui est mobilité, donc les avions et les bateaux. Et je reviendrai sur les bateaux. Et puis, il y a aussi les gouvernements. Et donc, on fournit cette connectivité. Et évidemment, tout le monde peut comprendre que cette connectivité, elle est très importante. En général, j'anticipe aussi sur votre question, on n'est pas en contact direct avec le client final. On passe, et peut-être pour le secteur évidemment qui nous intéresse aujourd'hui, pour le maritime, on passe par des service providers, donc des gens qui s'appellent Marlink, KVH ou d'autres, et qui vont donc s'occuper de l'installation en fait de tous les équipements sur les bateaux, la maintenance, l'installation des équipements. Nous, on leur fournit en fait la connectivité, et eux, ils vont encore une fois s'occuper de ça. Et peut-être, je mentionne tout de suite, mais on y reviendra, un point important, c'est que Eutelsat est en cours d'acquisition de OneWeb. OneWeb, c'est une des deux constellations de petits satellites en orbite basse, qu'on appelle LEO, Low Earth Orbit, qui sont en train de se monter et qui sont effectivement de plus en plus importantes comme infrastructure. D'une part parce qu'elles vont couvrir tout le globe, mieux que les satellites géostationnaires. Il faut savoir que les satellites géostationnaires au-dessus de 70 degrés, on va dire, de latitude nord, c'est quand même, la connexion est moins bonne. Et notamment pour le maritime, quand on va pouvoir passer par les pôles
La connectivité globale est importante. Et évidemment, ces satellites LEO sont aussi des satellites qui ont une faible latence par rapport aux géostationnaires. Et donc, il y a beaucoup de services qui sont quand même soit, on va dire, mieux rendus, soit simplement qui étaient, bon, pour certains, pas tout à fait possibles en satellites géostationnaires et donc avec cette latence beaucoup plus faible, qui sont beaucoup plus efficaces en orbite LEO. Voilà. Et donc, Eutelsat, c'est 100% français? Eutelsat, c'est principalement français. Alors le capital, c'est 25% de la BPI. Le fonds stratégique de participation des assureurs à 7%. CMA-CGM, qui vous intéresse certainement beaucoup, est monté avec 10%. Et puis le reste, c'est plutôt public, et donc c'est en général des fonds d'infrastructure, des fonds de pension qui possèdent une bonne partie du capital. Et Jean-Luc, même question, Internet Network Orange, c'est une filiale d'Orange, donc voilà. C'est une partie d'Orange. Une partie d'Orange, d'accord. D'autres sujets, donc c'est vraiment l'enjeu de géostratégie, la souveraineté. Moi, à tous les deux, j'aimerais poser la même question. Vu de votre entreprise et la fonction que vous avez dans votre entreprise, quelle est selon vous la principale menace sur notre souveraineté dans votre domaine? Tu veux commencer ? Merci. Alors, bon, moi, quand on parle de souveraineté, j'aime bien revenir à la définition qu'en donnait Le Fur au XIXe siècle. Il disait que la souveraineté, c'est la qualité d'un État à mettre en œuvre ses volontés de façon indépendante, sans autres interférences ou sans autres perturbations que le but qui s'était fixé à lui-même et le respect du droit. Bon, voilà. Donc, dès lors qu'on parle de technologie de communication, parce que qu'il s'agisse de satellites ou de câbles sous-marins, on est bien dans le domaine des techniques de télécommunication. Force est quand même de constater qu'on vit dans un monde qui est extrêmement hybride et où la notion de souveraineté, ou la capacité d'un État à être souverain par lui tout seul, elle est quand même assez limitée. Ceci étant dit, on est quand même dans un business d'infrastructure, c'est-à-dire que pour pouvoir mettre en œuvre ces communications internationales, et c'est notre mission, pour être en mesure d'assurer ces communications internationales à tout instant, eh bien, il faut pouvoir disposer des infrastructures, que ce soit les flottes de satellites ou les câbles sous-marins, qui ont été construits dans un esprit de souveraineté. Alors, pas qui sont totalement propriété de la France, parce que ça n'existe pas, hein. Mais en tout cas, qui permettent à la France de disposer des moyens dont elle a besoin pour assurer sa souveraineté en la matière. Et aujourd'hui, ce sont des technologies de plus en plus complexes. Alors on a un savoir-faire industriel, à la fois dans le domaine des satellites, comme le disait Jean Hubert, notamment à travers Airbus et Thales, hein, qui sont deux industriels qui sont très fortement et très bien positionnés dans le domaine des technologies satellites, ou dans le domaine des câbles sous-marins, où entre Alcatel, Submarine Network et Orange, nous disposons d'à peu près un tiers de la flotte mondiale de câbliers, ce qui n'est pas rien. Mais la capacité à utiliser ces connaissances technologiques ou cette base technologique pour mettre en œuvre des technologies réellement au service de la souveraineté nationale ou européenne font parfois un peu défaut, même si je me plais à souligner certaines innovations ou initiatives très récentes, comme celle du commissaire Thierry Breton, qui, comme vous le savez, a lancé un projet de constellation européenne souveraine qui s'appelle IRIS-2, et dans lequel nous mettons de gros espoirs, et dans lequel, d'ailleurs, conjointement, nous avons répondu. Nous sommes en train de répondre. Oui, pour compléter, effectivement, il y a peut-être deux types de menaces, mais je compléterai aussi les côtés positifs. Les menaces, c'est d'une part, est-ce qu'on est en capacité justement de lancer des satellites et de les opérer, et pour ça, encore une fois, il faut toute la chaîne de valeur. Et comme je le disais, on a des très bons fabricants de satellites. On a un opérateur de satellites, Eutelsat, qui est un des tout premiers mondiaux. Aujourd'hui, ponctuellement, le point un peu faible, c'est les lanceurs, hein. On a SpaceX qui s'est développé de façon tout à fait remarquable en une dizaine d'années, qui aujourd'hui lance pas loin de plus d'une dizaine de fois plus de satellites, plus de 10 fois plus de satellites par an que Ariane. Donc on a perdu beaucoup en compétitivité dans ce domaine-là. Ariane 6 va
participer à répondre à ça, mais pas complètement. Donc il y a quelques années, je pense, devant nous pour reprendre un peu au moins le leadership, ou rattraper déjà dans un premier temps SpaceX pour pouvoir être tout à fait autonome. Donc ça, c'est du côté, on va dire, de la fabrication. Et puis après, une fois qu'on opère les satellites qui sont là-haut, il y a quand même la menace de cybersécurité qui s'est fait jour ces dernières années. Il y a eu un satellite qui est un satellite d'un collègue américain qui s'appelle Viasat, qui en fait tout au début de la guerre en Ukraine a été piraté par les Russes, parce que ce satellite effectivement permettait précisément de fournir des liens de communication évidemment aux troupes au sol. Et donc on a vu tout de suite là l'importance de ces moyens, et on a vu aussi tout de suite l'importance de pouvoir contrer ces attaques cybersécurité. Donc, toute l'industrie, nous compris, travaillons là-dessus pour, on va dire, rendre les satellites et les communications plus robustes. Mais je voudrais souligner les points positifs. Constellation en particulier, il y a effectivement l'initiative européenne Iris-Carré qui va à la fois fournir des bouts de constellation supplémentaires et renforcer les opérateurs existants que sont Eutelsat et aussi nos collègues et compétiteurs de SES. Et donc l'Europe là est quand même assez à la pointe sur la capacité de développer des infrastructures qui sont assez souveraines. Avant de vous reposer à tous les deux, Jean-Dominique, pardon, oui, bien sûr. Moi, ce que je voudrais quand même ressouligner, parce que ça me paraît très important, c'est vraiment cette différence extrêmement forte entre les capacités technologiques qui sont celles de l'Europe aujourd'hui et la capacité à mettre en œuvre ces moyens dans une logique économique. Parce que effectivement, même si Iris 2 est une vraie promesse, même si OneWeb est en train de renforcer la compétitivité européenne dans une certaine mesure, aujourd'hui, force est de constater que tout le monde parle de Starlink et que Starlink est aujourd'hui quelque part la star montante de la connectivité satellite, et que dans le domaine des câbles sous-marins, même si nous disposons là aussi d'une base industrielle extrêmement solide, la plupart des câbles sous-marins qui sont construits dans le monde sont la propriété des Google, Amazon et autres, et donc il y a une espèce de mouvement d'appropriation d'un certain nombre d'infrastructures, notamment par nos alliés américains. D'accord. Il y a une question, avant de vous poser une question tous les deux, une question qui est évidemment sur les câbles, tout le monde a ça en tête, l'affaire Nord Stream, le sabotage du gazoduc. Donc c'est pas la même chose, mais c'est quand même quelque chose posé au fond de la mer. Est-ce que pour vous, ça a été une déflagration quand vous avez appris ça et vous dites, bah oui, ça peut nous arriver? Alors non, ça n'a pas été une déflagration totale. Ça fait plusieurs années que la question de la sécurité des câbles sous-marins et de l'extrême dépendance de l'écosystème numérique, en particulier européen, aux câbles sous-marins était connue. Mais il était connu d'un petit cercle de spécialistes militaires et civils. L'épisode du sabotage des deux Nord Stream, hein, parce qu'il y a eu le 1 mais il y avait aussi le 2, les deux ont été sabotés, a simplement permis une prise de conscience bien plus généralisée. Mais ça fait depuis de nombreuses années que ce sujet, qu'on essayait d'alerter sur ce sujet, dans une relative indifférence, hein, je dirais, alors que même les milieux militaires savaient depuis très longtemps que des navires espions russes, dont le fameux Yantar, passaient leur temps au-dessus des câbles sous-marins occidentaux. Mais ça demeurait quelque chose d'assez caché, et finalement, la prise de conscience du risque était assez faible. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience du risque. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on est passé dans le mode action? Ça reste encore très relatif à mon sens. Je vais. Peut-être, alors pas directement sur Nord Stream, mais en fait, il y a un aspect qui est quand même très important dans la souveraineté, c'est la résilience de ces infrastructures. Et là aussi, c'est un domaine sur lequel on est quand même plutôt assez bien positionné en Europe, puisque précisément, on a parmi les satellites géostationnaires, donc à 36 000 km, déjà des opérateurs qui sont assez puissants, et des infrastructures locales, parce qu'il faut les satellites en l'air, et puis il faut atterrir le signal, le contrôler, enfin contrôler les satellites eux-mêmes depuis le sol européen, et contrôler ensuite les flux de communication qui atterrissent grosso modo sur le sol, avec des gateways, l'accès au réseau en fait, sur le sol européen aussi.
Et donc là, on a quand même 2 opérateurs, nous-mêmes et SOS, qui sommes les leaders mondiaux. Donc on a la couche géostationnaire, la couche de satellite géostationnaire et les LEO. Et donc cette résilience, c'est évidemment un aspect très important dans la souveraineté, parce que ça permet, encore une fois, de répondre à pas mal de menaces si l'une ou l'autre de ces couches ou une partie des satellites est en défaut. Jean-Luc hoche de la tête. Non, je pense que Jean-Hubert a tout à fait raison tant qu'il part de l'écosystème du satellite. L'écosystème du satellite, par nature, est résilient. Voilà. Maintenant, je rappelle que les câbles sous-marins, c'est à peu près 9 pétabits par seconde de capacité de transfert. Un pétabit, c'est une unité de mesure qui correspond à 1000 terabits, qui correspond de même à 1000 gigabits, qui correspond de même à 1000 mégabits. Donc vous voyez qu'on est quand même très très loin. Et que par comparaison... Par rapport à un satellite, ça fait quoi ? La capacité des câbles sous-marins aujourd'hui dans le monde, c'est à peu près 200 fois la capacité de l'ensemble des satellites qui sont prévus dans les 10 ans à venir. D'accord. Donc on ne remplacera jamais les câbles sous-marins par les satellites en termes de volumétrie. Si 4 à 5 des gros câbles, des principaux câbles qui relient la France aux États-Unis étaient coupés demain matin, l'Internet en Europe s'arrêterait. C'est aussi simple que ça. Et on bascule sur la communication critique. Oui. Bon. Là, vous venez de faire soudainement baisser la température dans cette salle de quelques degrés. Voilà. Après, la question, c'est quelle est la probabilité que ça arrive? Est-ce qu'on peut le faire de façon discrète? Est-ce que ça constituerait pas un acte de guerre, de prélude à un conflit de très haute intensité? C'est d'autres questions. Mais très factuellement, c'est une infrastructure critique qui est relativement concentrée. Relativement, il y a une dizaine de câbles sous-marins sur l'Atlantique, mais il y en a des très très gros qui ont une importance majeure sur le fonctionnement de l'Internet mondial, et ça représente une infrastructure considérable. Et aujourd'hui, 80% encore une fois du flux des internautes français part aux États-Unis. Et pourquoi est-ce qu'il part aux États-Unis? C'est parce que toutes les données, ou la quasi-totalité des données des internautes français et des entreprises françaises sont stockées aux États-Unis dans les data centers américains. Voilà. Et la vraie question en fait en matière de résilience, etc., c'est pourquoi est-ce que ces données ne sont pas stockées en Europe? C'est une autre question. Et pourquoi? Je ne sais pas. Des pays comme la Russie ont résolu le problème depuis longtemps. La Russie, il y a 5 ans, était dans une situation assez similaire à la nôtre. Ils ont fait passer une loi très simple. Toute donnée concernant un citoyen russe doit être stockée en Russie. Terminé. L'Europe ou la France n'ont jamais voulu entrer dans cette logique. Vous avez insisté sur la nécessité d'avoir une sorte de base technologique, et nous l'avons manifestement. Il y a toujours une question qui me tracasse, est-ce qu'on a les gens pour faire fonctionner cette base technologique, cette industrie, ces compétences? Est-ce que vous les trouvez facilement ou pas? Est-ce que vous êtes, où est-ce que ça va dans votre secteur, où est-ce que vous avez des problèmes? Voilà. Non, moi je dirais qu'on les trouve. On a un très bon système éducatif. Alors on ne forme pas assez d'ingénieurs en France, c'est de notoriété publique. C'est pas un problème chez vous. Mais on arrive à trouver les gens dont on a besoin. Masse critique, c'est la masse critique justement d'être sur plusieurs parties de la chaîne de valeur où effectivement on a beaucoup de perméabilité entre des gens d'Airbus, de Thales, de Telsat et autres. Je voudrais vous interroger sur la dimension européenne. Évidemment, d'abord, est-ce que dans votre domaine, vous avez des concurrents ou des concurrents européens? Est-ce que vous avez, en termes d'entreprise, et puis sur les institutions européennes, est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on aille plus loin dans une forme d'intégration? C'est un peu ce que dit la Commission européenne, dans le domaine spatial, le juste retour national, toutes ces affaires, dans le domaine maritime, je ne sais pas si c'est aussi criant, mais est-ce qu'il y a des choses vraiment qu'il faut faire? En gros, je serais le président de la Commission européenne, vous me diriez, il y a un truc vraiment important qu'il faut que vous fassiez pour nous, parce que dans notre domaine, ce serait quoi?
Alors, je pense que dans le domaine du satellite, IRIS2 est vraiment le marqueur d'un changement d'attitude de la Commission européenne. C'est-à-dire que, effectivement, des règles qui étaient très prégnantes, par exemple dans la constitution d'Ariane ou de programmes comme Airbus, etc., le retour sur investissement, le retour national, etc., le pilotage également par des agences étatiques, etc., tous ces principes sont complètement remis en cause dans le cadre d'IRIS2, dans une logique de la maximalisation de l'efficacité opérationnelle. Donc les agences européennes seront plutôt en retrait, c'est plutôt le secteur privé qui va prendre la main. La Commission elle-même se met plutôt en retrait également, et il n'y a pas de notion de retour sur de préférence géographique, etc. Donc je dirais que la Commission, au moins dans le domaine du satellite, semble avoir pris conscience des limites du modèle actuel. Dans le domaine des câbles sous-marins, c'est une absence totale de présence. Voilà. Ah oui. Bah oui. Bon. Oui, c'est encore une fois, est-ce que vous avez une idée du montant que un seul GAFA, Facebook, a investi dans les câbles sous-marins sur les 5 dernières années? C'est 10 milliards d'euros. À eux tout seuls. C'est un montant considérable. Aucun opérateur privé en Europe ne peut mettre un montant similaire sur la table, même pas 10% de ce montant. Donc aujourd'hui, il y a une domination économique extrêmement forte des GAFA sur les systèmes de télécommunications internationaux. Dans les satellites, on a une domination qui est égale, enfin qui est également des États-Unis, mais moins forte. Le budget annuel de la NASA et de l'ensemble des agences internationales, c'est 50 milliards de dollars. L'Europe, c'est plutôt 17 milliards sur 3 ans, l'ESA. Le dernier budget de l'ESA, qui est European Space Agency. Donc on est quand même dans un rapport effectivement aussi important. Donc c'est important de concentrer les ressources et de s'assurer en particulier, c'est le seul point de vigilance qu'on a partagé avec l'Europe dans le cadre du programme IRIS, c'est s'assurer qu'on ne va pas disperser les ressources et qu'on va au contraire appuyer les opérateurs privés. C'est très important, en particulier avec les fameuses constellations dont on parlait. Ce sont en fait peu d'objets, il y aura à peu près 4-5 constellations globales dans le monde. Il y a SpaceX, il y a nous, il y a Amazon qui va investir, on a quand même des concurrents assez importants. Il n'y en aura pas beaucoup de plus, il y en aura peut-être une ou deux de plus. Donc c'est important de concentrer les moyens sur ces constellations et sur ces acteurs. Alors je vois qu'il est déjà 18h08, je crois que personne n'a très envie de rester ici au-delà de l'heure, vous êtes tous épuisés. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Sinon je continue, moi j'en ai plein, mais je ne veux absolument pas vous frustrer. Est-ce qu'il y a d'abord un micro qui circule? Alors comme on est totalement ébloui par la lumière, ah oui voilà, je vois monsieur, levez-vous. Oui. Bonjour messieurs, Aymeric Lotz, étudiant en droit à la faculté de Lille, en droit de la mer. Le thème de cette table ronde, c'est enjeux géostratégiques et de souveraineté autour des puissances maritimes et spatiales. Vous avez défini la notion de souveraineté. J'aimerais avoir la définition de puissance maritime de la part de deux acteurs qui ne sont pas des acteurs directs au plan naval, on va dire de commerce, de transport de navires, de cette notion de puissance maritime, et si cette notion peut être étendue et appliquée à l'Union européenne en tant qu'ensemble régional. Moi, si je commence, en tous les cas, alors je vais répondre indirectement à la question, désolé, mais en tous les cas, on a conscience, en tant qu'opérateur satellite, de pouvoir aider les acteurs maritimes de façon très très importante. Je le disais, CMA-CGM est rentré au capital de Telsat parce qu'ils voient à la fois l'opportunité de rentrer dans un secteur qui est en croissance, mais aussi c'est un secteur très très important pour eux. C'est-à-dire que la capacité à opérer une flotte de navires et de plus en plus à pouvoir, à travers les données évidemment qui sont partagées et le flux de données de plus en plus important, piloter le mieux ces flottes de navires de façon à optimiser la rentabilité aujourd'hui et puis sur un horizon très très long, je pense que c'est tout à fait important. Et là aussi, l'accès à cette connectivité vraiment partout, y compris sur les pôles, mais en tous les cas à l'échelle globale, c'est important. Donc cette capacité en fait de pouvoir accompagner
le développement de la flotte et la suivre me paraît critique. Alors, moi, je répondrais en prenant le problème un peu sous un autre axe. Vous savez que le statut de la mer, depuis Grotius, il a été très largement discuté en termes juridiques. Aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, il reste un peu encore 3 espaces partagés. Il y a les pôles, il y a le fond de la mer, et puis il y a l'espace. Et là aussi, force est de constater que ces 3 domaines font l'objet d'un certain nombre d'attaques par des puissances et par des moyens très divers. Sur les pôles, c'est plutôt les Russes qui essayent aujourd'hui de grignoter le territoire et qui se positionnent effectivement pour les futures routes qu'offrira le dégel des pôles, des glaces. Sur la mer, eh bien, il y a une vraie logique d'appropriation du territoire maritime. On est passé d'une logique d'utilisation à une logique d'appropriation. Et il y a peu d'endroits où elle est aussi flagrante que la mer de Chine, avec l'action chinoise. Et dans l'espace, moi personnellement, je considère que le déploiement extrêmement massif des constellations par un acteur comme Starlink procède effectivement d'une logique d'accaparation du territoire, puisque dans le domaine des satellites, quand vous êtes installé, tous les autres doivent respecter après votre fonctionnement. Et je dirais qu'une puissance, que ce soit une puissance maritime ou une puissance spatiale, c'est quelqu'un qui, malgré ses logiques d'acteurs extrêmement puissants et d'extrêmement volontaristes, est capable de résister à cette logique d'accaparation et de déployer ses propres moyens dans une logique souveraine. Mais c'est ma définition. Et si je peux rebondir sur ce que dit Jean-Luc, il y a un parallèle effectivement entre la mer et l'espace. C'est effectivement beaucoup de domaines qui sont la propriété de tous les États, donc qui sont en tous les cas sans on va dire propriété étatique, et donc l'importance de la réglementation. En tous les cas, dans l'espace, c'est absolument critique, comme vous pouvez l'imaginer. En fait, les ressources orbitales, le spectre, c'est quelque chose qui sont des ressources partagées et régies par l'ITU. Et en fait, par des règles qui existent depuis très très longtemps, qui expliquent la collaboration d'ailleurs assez forte. La Station spatiale internationale ou d'autres éléments, c'est parce que l'espace appartient à tous. Et la puissance, c'est la capacité aussi de piloter cette réglementation. Dans l'espace, la France est quand même un des pays qui a la loi spatiale française la plus en pointe et qui surtout essaye de la faire adopter par beaucoup de pays. Donc cette capacité en fait à réglementer ou imposer des lois qui s'appliquent à tous est à mon avis un aspect important. Je ne sais pas si dans le domaine maritime, c'est une capacité que la France a. Je ne vois pas. Oui, alors, je ne sais pas si quelqu'un a un micro. Voilà, là-bas, madame. Bonjour, messieurs. Je suis Bushra Jurgut, étudiante à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et alternante au GAREX. Et vous avez mentionné l'incident d'un cyberattaque contre un satellite par les Russes en début de la guerre en Ukraine. Et je voudrais savoir si les câbles sous-marins sont aussi concernés par la cyberattaque et si c'est le cas, est-ce qu'il y a des assurances cyber qui sont proposées pour protéger les câbles sous-marins? Merci. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu, à l'époque moderne, d'attaque cyber sur les câbles sous-marins. Personnellement, je considère que le risque d'attaque cyber sur les câbles sous-marins est assez faible parce que ce sont des systèmes qui finalement sont assez isolés, qui offrent assez qui offrent une surface d'attaque, comme on dit, qui est assez faible. Le vrai risque pour les câbles sous-marins, c'est l'attaque physique. C'est la coupure ou l'arrachement, et ça c'est quelque chose qui est réalisable de façon extrêmement simple. Vous n'avez pas besoin d'attaque cyber pour neutraliser un câble sous-marin. Un petit Zodiac avec une bonne encre, ça fait très largement l'affaire et ça revient beaucoup moins cher. Voilà. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'assurance pour les câbles sous-marins pour ce genre de choses. Parce que j'imagine que le secteur le plus facile, l'endroit le plus facile à attaquer, c'est à la sortie sur le rivage. L'endroit le plus simple pour attaquer un câble sous-marin, c'est quand il est à terre. C'est une évidence absolue. Ouais. Donc, on
peut s'interroger aussi sur l'intérêt qu'il y aurait à mettre en œuvre des stratégies de captation des données en plein milieu des mers, ce qui pose quand même des problèmes techniques quasiment insurmontables, alors que quand ils sont, une fois qu'ils sont à terre, ben, le câble il chemine paisiblement le long de votre départementale favorite, sous quelques centimètres de béton. Ce qui n'est pas faux. Une dernière question, je vois qu'il est 18h15, mais allez, on va je voudrais priver personne. Non ? Non. Je me retourne vers la maîtresse de cérémonie, Cécile Desjardins, qui va nous donner le clap de fin de la journée. Tout à fait. Si tu veux bien. Si vous avez fini, je vais libérer tout le monde. Annoncer la suite des réjouissances. Une ou deux annonces de service, comme on dit. Il paraît qu'il y a un téléphone qui a été trouvé. Si vous avez vraiment perdu, il a été retrouvé. Parfait. Je vous rappelle que vous avez rendez-vous à 19h au Cercle de l'Union Interallié, qu'il y a un dress code, que si vous avez des doutes, Pascal est là pour répondre à vos questions. Il faut prendre votre étiquette. Alors et moi, les messieurs vont être obligés de remettre leur cravate. Ça, c'est la règle. Et il ne faut pas oublier son étiquette. Et pour moi, je vous retrouve à les jeans sont interdits pour les dames. À 9h précise demain matin, ici. Et je te laisse conclure ta table ronde. Bonne soirée à tous et merci.